Salut à tous, bienvenue. Alors, notre émission recoupe un peu l'actualité proche, puisque Jérusalem a accueilli le Festival international des écrivains dans le beau quartier de Mishkenot à Sha'ananim. C'était la 7e édition. Aujourd'hui, nous allons parler d'une foire internationale du livre. Alors, ce n'est pas une foire qui se déroule à Jérusalem, c'est une foire qui s'est déroulée il y a très longtemps, 1983, à Moscou. Pour en parler, nous accueillons Michel Greenberg, un spécialiste de l'URSS, on va dire ça comme ça, un militant invétéré, et c'est parti, c'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Alors, on est bien, content de vous disons accueillir. que je préfère être quand même dans une foire du livre à Jérusalem plutôt qu'à Moscou. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Oui, mais cette année, il paraît qu'il n'y aura pas de foire internationale à Jérusalem. C'est vrai, je le regrette. Bon, alors donc, on a profité de votre passage dans nos studios pour nous remémorer un peu ce qui s'est passé en 1983, foire internationale du livre en plein Moscou. Alors, peut-être qu'on va faire un petit rappel historique avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'était pas évident à l'époque. La foire internationale, si, la présence de stands israéliens moins. Et de la culture juive, voilà. Moins, effectivement. Alors d'abord, il faut quand même se rappeler que la Russie et les pays limitrophes étaient quand même, à partir de la fin du 19e siècle, des pays de très très grande culture juive, pas seulement yiddish bien entendu extrêmement importante, mais aussi hébraïque. Tous les grands écrivains qu'on a connus en Israël, les Tchernichovski, les Bialik, tout ça, viennent de ces régions qui une fois étaient russes, une fois ne l'étaient pas. Mais enfin, tout ça, c'est géographiquement, culturellement, on est dans la même zone. Et tout ceci, à la Révolution, va disparaître. Parce qu'en fait, si vous voulez, les Juifs vont être considérés comme une nationalité. Et il leur faut une langue, une culture, et bien entendu, on ne va pas accepter, les autorités ne vont pas accepter l'hébreu comme étant la langue ou leur culture, mais le yiddish. Et il va y avoir une fameuse section, une section juive, la Yevtielska, qui va faire un peu le tri, recruter les communistes juifs, éliminer les autres. Donc, ce qui au début semblait favorable à l'épanouissement d'une culture juive, mais qui était yiddish, va bien entendu progressivement disparaître. Les soviétiques avaient quand même beaucoup de moyens pour empêcher les gens de se cultiver et quitte à les faire disparaître de manière un peu plus directe au goulag ou bien dans des accidents de la route. C'est fou ce qu'il peut y avoir comme accident de la route en Russie. Je sais bien que beaucoup de conducteurs sont ivrognes, mais là, il faut dire qu'il faut bien viser quand même pour... Alors, on disparu des très grands noms tels que Miroïtz, par exemple, Markish, et ainsi de suite. Alors justement, 1983, foire internationale du livre, on en était où à cette Alors époque-là ? On en était au point que la culture juive officiellement... Je distinguerais deux choses. Tout ce qui avait trait à la religion, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais bon, était en principe toléré. Il n'y avait pas grand-chose. On avait réédité un livre de prière, un sidour à 6000 exemplaires. Ça n'allait pas très loin. Les gens, eux, n'avaient pas de calendrier. Ils faisaient des calendriers. Vous connaissez l'importance du calendrier dans le judaïsme. Donc, on faisait des calendriers qu'on copiait. Il y avait ce qu'on appelait des samizdat. Et surtout, l'usage de la photocopie privée était strictement interdit et réglementé. Donc, tout se faisait à la main ou à la machine à écrire. On a plus le droit de carbone. Enfin bon, tout ça était extrêmement compliqué. Sur le plan de la culture juive, j'allais dire plus... il y avait eu un certain renouveau après la guerre, tout simplement par incorporation dans l'Union soviétique de pays qui n'étaient pas soviétiques avant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne, la Lituanie, les pays baltes. Mais donc des gens qui avaient rompu depuis moins longtemps avec la culture juive. L'enseignement de l'hébreu lui était interdit. Il y avait bien entendu des cours officiels dans les universités, mais les Juifs n'y avaient pas accès. C'est ça. Le KGB, lui, avait bien entendu son école où on enseignait l'hébreu, mais pour d'autres raisons. Ce qui se passait, c'est quand même un certain nombre de personnes courageuses développaient
d'abord s'attachaient à l'ivrite, à l'hébreu, à la culture juive, et quand vous pensez qu'ils allaient même devant les synagogues au moment des fêtes, avec des grandes pancartes pour annoncer qu'ils donnaient des cours privés à la maison, il fallait, comme on dit, un sacré courage. Un sacré courage. Alors, ce qui paraît quand même incroyable au regard de ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est que 1983, Foire internationale du livre, il y a un stand israélien. Oui, alors il y a un grand stand. Il y a un grand stand, et pourquoi ? Comment c'est possible ? Tout simplement parce que les Américains avaient toujours dit qu'ils ne seraient pas présents dans une foire internationale du livre si Israël était exclu. Donc il y a eu la pression américaine, pour pas dire le chantage. Or, on peut pas concevoir une foire internationale, surtout il y a beaucoup d'ouvrages techniques, sans la présence américaine. La foire, à ce moment-là, se résout à rien du tout. Enfin, se réduit à rien du tout. Donc, il y avait le très grand stand, j'oublie bien entendu le stand soviétique, il y avait le très gros stand américain, avec des ouvrages techniques et des ouvrages de littérature générale. Inutile de dire que les livres qui étaient de littérature générale qui étaient présentés avaient bien entendu passé la censure de la part des autorités soviétiques. Et il y avait surtout des ouvrages techniques. Tout le monde se précipitait sur les ouvrages scientifiques. Le second grand stand était le stand anglais. Et le troisième, c'était le stand, par son importance, c'était le stand israélien, qui lui, bien entendu, présentait de la littérature hébraïque. Alors, c'était absolument passionnant. Alors, d'abord, on ne pouvait que consulter, et on n'avait pas le droit ni d'acheter, ni d'emporter les livres, bien entendu. Alors, qui venait sur ces stands ? Alors, qui venait ? Eh bien, une population extrêmement intéressante et extrêmement diverse. Il fallait se cacher, il fallait se cacher, non, parce qu'il fallait faire la queue à l'entrée du stand. Donc, il y avait déjà une très longue queue. Déjà, il fallait pouvoir entrer dans la foire du livre. Alors, quand on n'était pas soviétique, ce qui était le cas de mon ami et moi qui m'accompagnait, Gérard Rechovski, on n'avait pas de laisser-passer, on n'avait pas... C'était un peu plus compliqué, on n'avait pas l'air vraiment soviétique, et surtout on avait décidé qu'on n'essaierait jamais de passer pour des soviétiques. Alors, première qualité dans ces cas-là, c'est avoir des chaussures extrêmement cirées. Quand vous avez des chaussures extrêmement cirées, en Union soviétique, dans d'autres pays, mais ça continue aussi dans un certain nombre de pays sous-développés, c'est-à-dire que vous appartenez à la classe dirigeante. D'accord. Donc, nous nous présentons, un policier nous demande un laissez-passer, une autorisation, une invitation que nous n'avions pas. Et donc, mon ami Gérard Rechovski, extrêmement assuré, sort de manière très sèche, son passeport de sa poche, de veston, lui montre, et hop, rentre immédiatement son passeport, après avoir dit Franzouski, qui veut dire français, et le milicien nous salue et nous laisse entrer. Petite anecdote, le soir, en rentrant à l'hôtel, nous dévêtons, nous enlevons nos passeports et nous éclatons de rire. Bon, c'est vrai que le rire était peut-être aussi un petit peu nerveux, mais en fait, nous constatons que le milicien, il n'a pas pu voir grand-chose et certainement pas la couverture de notre passeport français, parce qu'il y avait une surcouverture qui était celle des wagons-lits Cook qui avaient organisé notre voyage. Donc déjà, le milicien ne devait certainement pas lire les caractères latins, mais seulement les caractères cyrilliques. Et en plus, il aurait vu qu'on était de la nationalité des îles Cook et non pas de la République française. Enfin bon, peu importe. Ce sont les anecdotes. On est à l'intérieur et alors vous avez deux queues. Vous avez d'abord la longue queue des Juifs qui veulent entrer au stand, et en face, une queue un peu plus parsemée, mais aussi présente, de type du renseignement, du KGB, qui, bien entendu, veulent savoir qui va entrer dans le stand. Qui ils vont pouvoir arrêter. Arrêter, non, parce que c'est pas l'endroit où on va les arrêter. En tous les cas, il faut pouvoir les surveiller. En deux temps. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, chacun connaît l'autre. C'est-à-dire que le refouznik, ou le juif qui a le courage d'aller là, sait très bien qui, en face de tous ces flics, je dirais, en civil, est celui qui a l'habitude de le suivre. Donc, c'est un petit jeu entre les deux. Et à l'intérieur, donc, quand les gens arrivent à entrer, parce qu'on fait une queue extrêmement longue, vous avez des gens qui lisent de manière interminable et qui essayent de retenir, bien entendu, ce qu'ils lisent, puisqu'encore une fois, on ne vend pas et on n'a pas le droit d'emporter les livres. Et c'est quelque chose d'absolument... c'est fou, parce que 1983, c'est pas si loin, quoi. Non, et j'ai assisté là à quelque chose un événement que je n'oublierai jamais. Il y avait aussi des livres pour enfants. Et un
un petit garçon, 6-7 ans, qui avait appris l'hébreu. Donc vous vous rendez compte, ses parents lui avaient enseigné l'ivrite, avait été en train de parcourir un livre d'enfant. Quel plaisir pour lui. Et bien entendu, il prend le livre pour l'emporter. Quoi de plus normal? Ça devient son livre, son cadeau. Et à ce moment-là, un milicien, un policier, se précipite sur lui et lui arrache le livre avec une brutalité. Et cet enfant s'est mis à pleurer, mais vous savez, des larmes à fendre le cœur. Comment, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, comment peut-on avoir le courage d'enlever à un enfant son jouet et sa culture? C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et ça, c'était l'URSS à cette époque. Ouais. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on est retourné, bien entendu, plusieurs fois à la foire du livre. Et il y avait un grand registre dans un coin du stand, une sorte de livre d'or. Ça a duré combien de temps, une semaine? À peu près, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait un livre d'or sur lequel ceux qui voulaient mettaient leur nom et leur adresse. Comme un livre d'or de visiteurs. Inutile de dire que l'inscription sur ce cahier, sur ce livre, sur ce registre, n'était pas innocente. C'était bien entendu destiné à faire un recensement et pouvoir ensuite recevoir une invitation dans le cadre du regroupement des familles, puisqu'en théorie, c'est comme ça qu'on arrivait à sortir à ce moment-là, Israël et d'autres services. Essayer d'inventer un lien de parenté pour envoyer des invitations qui étaient nécessaires pour faire cette demande de visa. Et quand j'en parlais avec les Israéliens, parce qu'il y avait des Israéliens, c'était quand même extrêmement rare, il y avait des Israéliens qu'on autorisait à être présents, c'est ça qui était intéressant. Inutile de vous dire que les Israéliens, après, dépouillaient consciencieusement ces listes et qu'on avait un inventaire même pas de villages absolument perdus où on n'aurait jamais supposé que des Juifs se seraient retrouvés. Et pourtant, ils y étaient. Et nous sommes retournés... Ils étaient conscients, le KGB, de ça, que ça faisait un lien, tout le monde était conscient, il y a eu ou c'était non-dit, ou c'était... C'était du non-dit, on laisse un petit peu, mais pas trop, il y a une légère soupape, il y a eu des moments qui étaient meilleurs, d'autres qui étaient pires. Donc on laissait faire... on laissait faire sans laisser faire, on choisissait ses victimes, ceux qui étaient le plus en vue, et enfin les militants qui étaient un peu trop en vue, ou ceux qui se rapprochaient d'autres groupes politiques, parce qu'il fallait surtout éviter la confusion avec d'autres combats politiques. Et nous sommes retournés le dernier jour. Et le dernier jour, c'était assez étonnant. Parce qu'il y avait tous les livres, bien entendu. Aucun n'avait le droit de sortir. Mais vous pouviez les ouvrir. À part la couverture, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de cette foire du livre, chacun avait emporté et arraché une page, 2 pages, 3 pages, et dehors, avec les copains, reconstituait l'ouvrage. C'était absolument incroyable. Chacun était responsable de se dire comment ce travail de fourmi, tout ça pour avoir accès à la culture, à sa culture. Donc tous les livres du stand étaient vides. Les couvertures étaient toutes là, et je peux vous assurer, il restait plus une page à l'intérieur. Si on pouvait dire, mission presque accomplie. Les autorités russes étaient conscientes de ça ou pas? Oui. Mais elle savait bien qu'il n'y avait plus rien, mais d'un autre côté, imaginez le travail de fourmi que c'était, ça n'allait pas très loin. Non. Et surtout, il y avait cette hypocrisie, alors absolument incroyable, puisque on vous expliquait que tout était autorisé, y compris l'enseignement de l'hébreu. Sauf que, par exemple, on avait arrêté des militants qui donnaient des cours d'hébreu à la maison, au motif qu'ils donnaient des cours privés, mais qu'on n'avait pas le droit de donner de cours privés sur des matières qui n'étaient pas enseignées à l'école. Comme dans les écoles, on n'enseignait pas l'hébreu, on n'avait donc pas le droit de l'enseigner à la maison non plus. Et il nous est arrivé, on a donc quitté Moscou et l'Union soviétique, après avoir rencontré bien entendu un certain nombre de gens, et j'oublierai jamais, entre autres, Léonid Pressman, le nom qui me revient, qui était professeur d'histoire, et qui m'a soumis une liste de livres et de documents dont il avait besoin pour faire ses études, qui était absolument incroyable. Mais il connaissait, il avait quand même accès à ce qui se publiait à l'étranger,
connaissaient les titres des livres, mais ne les avaient pas. Et on avait des refouzniks qui nous avaient gentiment remis un sidour qui avait été édité en Pologne dans les années 1840-1850. Et c'était un cadeau qu'ils avaient absolument voulu nous faire, alors qu'on comprenait que ça les en privait. En échange de quoi, comme ils allaient sortir bientôt, qu'ils n'avaient pas de moyens, je me rappelle que je leur avais apporté ma valise. Et qu'au moment de quitter l'hôtel, donc n'ayant plus de valise, j'ai empilé tout mon linge, y compris mon linge sale, mes chaussettes et ainsi de suite, dans des sacs poubelles, si on peut dire, des sacs de plastique que vous trouvez dans les hôtels dans lesquels on est censé mettre le linge. Alors, me voilà bien sapé, bien habillé, élégant, machin, arrivant à l'aéroport, en partance pour Paris, avec mes sacs poubelles, expliquant aux gens que, non, j'ai plus de valise, ma valise a craqué, donc j'ai pas d'autre moyen, qu'en plus on me trouve rien dans le pays, donc j'ai pas pu acheter une valise. Et puis, ceci étant, je me fichais, mais alors complètement de la réaction des Soviétiques, bien content par contre que ma valise puisse servir à des gens qui enfin allaient quitter le pays. Et au moment de partir, dernier contrôle, mon ami se fait fouiller ses bagages et on trouve ce sidour. Et à ce moment-là commence un très long interrogatoire et on lui explique qu'il ne pourra pas quitter le pays. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je pars ou est-ce que je ne pars pas ? Est-ce que je le laisse ? Est-ce que je ne le laisse pas ? La réaction était, je pars parce que je vais me retrouver en Occident, donc s'il arrive quoi que ce soit, je pourrais faire du scandale, informer au moins le monde occidental qu'un occidental est retenu pour un livre. À Moscou pour un livre. Voilà, parce qu'il détient un livre. Comme en plus il était d'Air France, donc je monte et je me précipite vers le commandant de bord et je lui dis, il y a quelqu'un qui est de la maison, du personnel Air France, qui est retenu, et ainsi de suite. Bon. Et le commandant hésitait, intervenir, pas intervenir, et in extremis, mais vraiment in extremis, après lui avoir fait le chantage, la pression et autres, on lui a fait signer un papier en russe, donc il ne pouvait pas lire. Il a accepté de signer en expliquant et en co-signant et en écrivant en dessous qu'il signait sans savoir ce qu'il signait. Et on a su après qu'il reconnaissait qu'avoir voulu sortir en fraude un ouvrage du patrimoine soviétique. Alors, considérer, après tout ce qu'on avait vu à la foire et le passé, que les soviétiques considéraient qu'un sidour imprimé en Pologne dans les années 1850, dans une région qui n'était pas encore russe, appartenait au patrimoine soviétique, nous faisait quand même un peu sourire. Donc on comprend mieux la détresse, on va dire, de tous ces juifs qui étaient en demande, non seulement d'apprendre l'hébreu, de lire de la littérature juive, moderne, contemporaine et autres. J'imagine que ce sont des souvenirs impérissables, inoubliables que vous avez vécu là-bas. Ne serait-ce que ressentir la tension, le danger, ça devait vraiment être quelque chose de tout à fait particulier. Pas pour nous, pour eux. Mais pour vous aussi, mais de comprendre, de les voir aussi, eux. Mais je dois dire aussi, et on a retrouvé heureusement un certain nombre de ces juifs, de ces Russes, ici maintenant en Israël, je dois souligner la qualité de leur enseignement. Bien sûr. Comment ces gens qui avaient peu de choses ont pu transmettre une langue aussi belle et aussi pure, et quelquefois ça donne envie à certaines écoles. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Michel Grünberg d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter cette foire de 1983 en Russie. À bientôt. Au revoir.